Donc aujourd'hui, donc on commence le deuxième chapitre. On est toujours dans la partie des sites statiques, mais dans le deuxième chapitre qui concerne les CSS. Donc petit rappel, donc après avoir vu dans le premier chapitre le HTML, une notion théorique, après avoir fait un TP dans le HTML, aujourd'hui, toujours dans la partie conception des sites statiques, on va s'intéresser au CSS. Alors voici le plan de cette séance. Donc on va faire d'abord un petit rappel pour voir où s'inscrit cette technologie par rapport à ce que nous avons vu. Ensuite, on va voir les bases du CSS pour bien démarrer. Et on va voir la notion de sélecteur. Et on va s'arrêter ici pour la première partie. Pour la deuxième partie, on va faire les propriétés valeurs, les CSS Media Queries pour faire le responsive design. Et j'aurais pu faire en une seule séance si on avait eu 1h30. Mais je préfère, pour que vous puissiez digérer correctement une notion, je préfère faire une séance pour la première partie et une séance pour la deuxième. Alors, donc, pour revenir un peu au début, on avait dit que si vous voulez apprendre à écrire un document HTML, il fallait savoir créer, pardon, si vous voulez apprendre à créer une page web, il fallait apprendre à écrire un document HTML. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que écrire du HTML n'allait pas suffire pour arriver à une page web sophistiquée comme celle-ci. La page qu'on avait pris pour exemple, qui est celle de blender.org. Si vous allez mettre que du HTML, vous n'allez jamais arriver à une apparence aussi bien présentée. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que le HTML ne permet en réalité que de remplir la structure de votre page, de mettre la structure et le contenu de votre page, c'est-à-dire mettre simplement des titres, des listes, des paragraphes, des images, c'est tout. Vous allez les mettre en vrac. Mais pour rendre tout ça plus présentable, il faudrait rajouter autre chose. Et cette autre chose, c'est un document CSS. C'est-à-dire pour mettre des couleurs de texte, pour liste d'écriture, des positionnements des images, des marges, etc. C'est ce que nous allons voir par la suite. C'est quoi le CSS? CSS, c'est un diminutif de Cascading Style Sheets, feuilles de style. Ces feuilles sont écrites dans un langage spécifique. Donc, c'est un format textuel qui porte une extension .css. Alors, ça ressemble à peu près à ça. Hein. C'est un peu. C'est pas un langage de programmation, c'est un langage de présentation, donc de déclaration. Donc, vous mettez à peu près comme HTML, c'est-à-dire vous allez mettre des déclarations et votre navigateur il va prendre en considération ce que vous avez mis comme déclaration pour adapter l'affichage. Alors, autre chose à savoir, c'est pourquoi il y a eu cette distinction en HTML et CSS. Pourquoi on n'a pas continué à faire euh, le style avec du HTML au lieu de faire avec un autre langage? Eh bien, la première raison, c'est que d'abord pour assurer la cohérence graphique de votre site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que euh, euh, pour que ça puisse être maintenable à long terme et euh, pour que le langage HTML ne serve, euh, c'est-à-dire comme vous allez voir en génie logiciel, l'atomicité, la notion d'atomicité, le HTML ne va servir qu'à faire la présentation, qu'à faire la structure de votre page. Et le style, on va le faire simplement avec du CSS. Cette répartition, à long terme, elle va permettre de
de garder une bonne maintenabilité de votre site. Demain, vous allez avoir, si vous voulez changer du CSS, vous n'allez pas changer la structure de votre page web. Euh, Vous allez aussi pouvoir faire plusieurs mises en forme différentes pour un même document. Par exemple, vous avez la même structure, un même document HTML, le même contenu, mais disons que demain, vous voulez changer le style, l'apparence. Vous n'avez pas besoin de changer le contenu, vous avez simplement besoin de changer le style, la feuille de style. Donc, vous allez la remplacer par une autre feuille de style et l'apparence de votre site va changer. Autre raison, c'est que ça rend le HTML plus lisible, plus facilement modifiable. Donc, c'est important pour quelqu'un euh, qui fait la programmation. Euh, on peut avoir une personne qui fait simplement du contenu et une autre qui fait du style, qui soit par exemple un designer qui fait tout ce qui est style. Ok. Donc on peut avoir une répartition pour le management du projet, pour bien organiser une équipe. Dernière raison, c'est que les pages sont plus légères désormais. Si on fait cette distinction, les pages seront plus légères et donc plus rapides à circuler sur un réseau. Parce que la feuille de style ne sera chargée qu'une seule fois. Donc, lorsque on a vu en utilisant les outils de développement, quand vous allez consulter un site, vous allez recevoir les fichiers HTML et tout, les ressources. Et s'il y a sur votre site web, il y a une feuille de style qui est appliquée, vous allez également télécharger la feuille de style. Et si elle est déjà téléchargée et elle est réutilisée dans d'autres sites web, vous allez télécharger une seule fois et donc ça va optimiser votre flux réseau. Voilà. Donc maintenant, on va parler un peu des bases du CSS. On va parler du fonctionnement de ces feuilles de style. Alors, pour cela, on va prendre l'exemple suivant. Donc, nous avons ici un code HTML qui contient un titre H1 et qui permet d'afficher sur le navigateur un truc qui ressemble à ça. Donc, bienvenue sur la page, aussi simplement. Donc, imaginez maintenant que vous voudriez changer la couleur de texte en rouge, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur de la balise H1, de l'élément H1, vous voulez le rendre rouge, de sorte que ça s'affiche de cette manière. Alors, pour faire ça, la première chose que vous allez devoir faire, c'est de se dire, je voudrais sélectionner cet élément-là. Donc, il faut dire au navigateur, je voudrais sélectionner cet élément-là. Ensuite, une fois l'avoir sélectionné, vous allez lui dire, je voudrais affecter rouge, la valeur rouge, pour sa propriété couleur. D'accord. donc, donc, il faut savoir qu'un élément peut avoir plusieurs propriétés. Donc, ici, dans notre cas, on s'intéresse à la propriété couleur qui permet de changer, qui permettra de changer l'apparence, la couleur de l'élément que nous allons sélectionner. Alors, en CSS, pour faire ça, on utilise un bout de code qui ressemble à ceci. Donc, on appelle ça une règle CSS. Alors, c'est quoi? De quoi elle consiste, cette règle CSS? C'est-à-dire, c'est quoi son anatomie? C'est quoi son anatomie? Eh bien, elle est constituée de trois choses. Elle est constituée d'un sélecteur, ensuite une accolade ouvrante. À l'intérieur, on met une propriété, deux points, une valeur pour cette propriété, puis point virgule. Et on ferme l'accolade. Donc ça, ce que nous avons écrit, ça s'appelle une règle CSS. Ça, c'est une propriété, deux points valeur. Le tout,
le couple propriété-valeur s'appelle une déclaration. OK? Alors, donc, une fois que vous savez ça, vous devez savoir les choses suivantes. Vous devez savoir qu'une feuille de style peut avoir une suite de règles. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la première règle qui ressemble à ça. Ensuite, juste en bas, vous allez avoir une autre règle, ainsi de suite. Donc, selon le besoin, on peut appliquer plusieurs règles pour toucher, par exemple, plusieurs éléments. La deuxième chose à savoir, c'est qu'une règle, donc ce que nous avons dit, une règle, c'est le sélecteur. Donc, c'est le sélecteur plus la déclaration à l'intérieur. Donc, les sélecteurs, c'est quoi? Le sélecteur, c'est ce qui permet de sélectionner, d'indiquer l'élément concerné par le style. Une déclaration est une paire propriété-valeur. C'est ce que nous venons de dire. Une règle peut contenir plusieurs déclarations à l'intérieur d'une règle. Donc, on parle de blocs de déclaration. Et ces déclarations sont séparées par des points-virgules et sont placées à l'intérieur des accords. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce qu'il y a une question? Oui, monsieur. OK. Donc, après ça, la question suivante, c'est où est-ce qu'on va mettre ces règles pour que le navigateur puisse les prendre en considération. Alors, pour ça, il existe 3 méthodes. Alors, la première méthode consiste à mettre une déclaration CSS directement dans la balise ouvrante de l'élément concerné grâce à l'attribut style. Alors, imaginez qu'on garde le même exemple que tout à l'heure. Nous avons une balise ouvrante H1, le contenu, bienvenue sur la page, et une balise fermante H1. Alors, vous pouvez mettre du CSS à appliquer directement pour cet élément en mettant dans sa balise ouvrante l'attribut style égale, entre guillemets, vous allez mettre la propriété de point, voilà, vous allez mettre la déclaration CSS. Alors, la deuxième méthode, cette première méthode s'appelle la méthode en ligne, parce qu'on le fait à la ligne. La deuxième méthode, quant à elle, c'est une déclaration dans l'entête. Donc, quelle entête on parle? On parle de l'entête, bien sûr, de la page web, c'est-à-dire dans l'élément head, ici. Alors, rappelez-vous, on avait dit que pour faire ça, on allait utiliser l'élément style. Donc, vous allez ouvrir un élément style dans votre partie head de votre page web et vous allez mettre les règles CSS. Vous allez mettre autant de règles CSS que vous souhaitez. Voilà. Et bien sûr, Monsieur, oui, Aziz. pour la méthode en ligne, est-ce que il y a des limites de code? Qu'est-ce que tu veux dire par limite de code? Par exemple, je veux modifier la couleur, je veux modifier la taille de la police, je veux modifier plusieurs choses. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, tu peux, oui. D'accord, merci. Oui. Je t'en prie. Alors, la troisième méthode, c'est de mettre carrément nos règles CSS dans un fichier à part, dans un fichier CSS. Alors, imaginez par exemple que notre règle CSS se trouve dans un fichier, nos règles CSS se trouvent dans un fichier, mon fichier styles.css. Donc, ça ressemble à ça. Maintenant, pour dire au HTML, prend en considération cette feuille de style, je vais utiliser l'élément link. À l'intérieur, je vais mettre un attribut role pour dire que c'est une feuille de style. Ensuite, je vais mettre href pour dire où se trouve mon fichier CSS. Donc ici, c'est le lien peut être un lien absolu ou bien un lien relatif. C'est la même chose que nous avions dit pour les images. Si le fichier CSS se trouve dans le même répertoire, donc on peut l'indiquer directement. Sinon, on peut indiquer l'arborescence
des dossiers pour arriver à ce fichier CSS. Sinon, carrément, le fichier CSS peut se trouver sur le web. On va voir ça. Si on a le temps, on va voir comment réutiliser des CSS qui existent déjà en utilisant notamment des frameworks. Comme, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler de Bootstrap, des frameworks de ce genre-là. Donc, c'est des CSS prédéfinis qu'on peut réutiliser pour appliquer des styles déjà prêts. Et vous allez mettre l'attribut plus important, c'est type, pour le type de document qui va traverser l'autre réseau. Donc, ce sera texte / CSS. Donc, il faut toujours mettre cette déclaration de cette façon. Sinon, le navigateur ne va pas prendre en considération votre fichier CSS. Dans cet exemple, nous avons utilisé qu'un seul fichier CSS externe, mais en réalité, on peut utiliser plusieurs fichiers CSS externes. On peut avoir, par exemple, mon fichier style 1, mon fichier style 2, au besoin. Donc, ça peut, dans un projet, avoir plusieurs fichiers CSS externes. Alors, c'est quelle méthode qui est préférable? Donc, en réalité, si c'est un petit projet juste pour tester, on peut aller vers la première méthode, la deuxième méthode, ça peut se faire. C'est juste pour démontrer la faisabilité d'un truc, ou bien on peut utiliser la méthode 1, la méthode 2, c'est pas ennuyeux, mais de préférence dans un grand projet, il vaut mieux s'organiser et mettre les fichiers CSS les styles CSS dans des fichiers à part. Donc ça permet d'avoir une certaine organisation. Alors, maintenant, donc, si on revient à l'anatomie d'une règle CSS, donc on avait dit qu'il y a les sélecteurs CSS, il y a les propriétés, il y a les valeurs. Pour le sélecteur CSS, il faut savoir que donc, le sélecteur CSS, c'est ce qui permet de sélectionner l'élément qui sera concerné par la modification de sa propriété. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sélecteurs possibles. C'est-à-dire comment on va faire pour sélectionner l'élément. On va voir qu'il y a plusieurs façons pour arriver à le sélectionner, selon la complexité du code. Une fois sélectionné, il faut savoir qu'il y a plusieurs propriétés possibles qu'on pourra changer. Donc, on peut changer, par exemple, la couleur, l'arrière-plan, la police d'écriture, mais pas que ça, hein, il y a plusieurs choses qu'on pourrait changer. Et pour une propriété donnée, il peut y avoir plusieurs valeurs possibles. Par exemple, pour la propriété color, on peut avoir plusieurs valeurs possibles, par exemple blue, red, yellow, etc. Donc, c'est ce qu'on va essayer de détailler dans le reste du chapitre. On va d'abord faire les sélecteurs, ensuite on va faire les propriétés et les valeurs. Donc, ça sera dans la deuxième partie, les propriétés et les valeurs, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on va essayer de terminer cette première partie avec les sélecteurs. Alors, donc les sélecteurs CSS. Donc, un premier type de sélecteur CSS, donc on avait dit qu'il y avait plusieurs types de sélection. Il y a une sélection par élément, par identifiant, par classe, et il y en a d'autres types de sélection. Bon, d'ailleurs, on va essayer de commencer par le sélecteur qu'on appelle sélection par élément. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, imaginez que vous avez le bout de code suivant, le bout de code HTML suivant. Donc, j'ai omis la partie en tête pour la simplicité, j'ai gardé que le body, juste pour illustrer. Donc, qu'est-ce que nous avons dans notre page web? Nous avons deux titres, un titre H1, titre 1, un titre 2, H2, et un paragraphe qui contient le mot paragraphe. Donc, imaginez que je voudrais
modifier, je voudrais affecter, je voudrais changer la couleur de ce premier élément. Alors, pour faire ça, pour lui changer la couleur, je pourrais mettre dans ma déclaration, dans ma règle CSS, dans la partie sélecteur, je pourrais mettre directement le nom de la balise. Donc ici, le nom, l'élément, il est de type H1. Donc il utilise la balise H1. Donc je peux directement mettre H1 et mettre ma déclaration CSS. Et au rendu, vous allez voir que ce sera le premier élément qui est affecté. Alors c'est pour ça qu'on appelle une sélection par élément, parce que on mentionne directement le nom de la balise utilisée dans l'élément. En anglais, on appelle ça un tag selection. Donc, c'est le nom du tag. Si on continue avec la même logique, si on veut affecter le deuxième élément, on va mettre H2. Donc, ça sera le deuxième qui sera touché. Si je veux modifier le troisième, donc je devrais mettre P parce que c'est la balise P qui est utilisée. Donc, je mettrai ici P. Et vous allez voir que c'est le troisième élément qui va être affecté. Maintenant, il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir plusieurs règles CSS en même temps. Donc, on peut avoir une première règle pour le premier élément, donc je mets H1. Ensuite, je ferme ma règle et je mets une deuxième règle pour l'élément H2. Et vous allez voir que c'est les deux qui sont affectés en même temps. Alors, je peux aussi je peux toucher plusieurs éléments en même temps si je voudrais leur affecter le même style. Imaginez que je voudrais affecter pour le premier, le deuxième et le troisième éléments, je voudrais leur affecter le même style qui est de couleur rouge. Je pourrais le faire en les sélectionnant tous en même temps, en les séparant de virgules. Je pourrais mettre H1, virgule, H2, virgule P, et à l'intérieur, je mettrai ma déclaration CSS. Sinon, dans le cas extrême, si je veux sélectionner tout ce qu'il y a sur ma page web, tous les éléments CSS qui sont dans ma page web, donc ça, c'est vraiment extrême comme sélection. Je pourrais mettre étoile. Si je mets étoile, ça veut dire que je suis en train de lui dire sélectionne-moi tous les éléments qui se trouvent dans ma page web. Et effectivement, tous les éléments vont être affectés par cette déclaration. Alors, il faudrait savoir, bon, j'anticipe un peu, on va en parler dans les priorités des règles CSS. Si vous mettez par exemple étoile, si vous mettez une sélection par étoile, vous mettez color red, ensuite vous la fermez et juste en bas vous allez mettre cette règle CSS. Ben, c'est la dernière qui sera tenue en considération. Donc, ça sera une priorité du haut vers le bas. Donc ça va être un premier changement. Ensuite, ça sera un deuxième changement, mais le navigateur va tenir compte que de la dernière déclaration concernée par cet élément-là. Alors, un deuxième type de sélection, c'est la sélection par identifiant, par ID. Alors, remarquez ici déjà, donc, on garde le même code HTML, sauf qu'il y a un truc qui a changé ici, c'est que contrairement au code HTML précédent, nous avons rajouté des identifiants en utilisant l'attribut ID. Donc, nous avons nommé par des identifiants chacun des éléments. Premier élément, le deuxième élément et le troisième élément. Donc, on a utilisé l'attribut ID. Nous avons dit ID égale, par exemple, pour le premier, c'est l'identifiant mon titre 1, pour le deuxième, c'est mon titre 2, pour le dernier, c'est parag 2. OK? Alors maintenant, imaginez que je voudrais sélectionner le premier élément, mais pas en utilisant cette fois-ci le nom de la balise, mais plutôt en utilisant son identifiant. Alors pour ce faire, je vais dans la partie du sélecteur, je ne vais pas mettre le nom de la balise comme tout à l'heure, je vais aller mettre le nom de l'identifiant précédé de dièse. Donc je mets dièse, le nom
l'identifiant, mon titre 1, et effectivement, c'est le premier élément qui est touché parce que c'est lui qui porte cet identifiant-là, mon titre 1. Même chose, si je veux le faire pour le deuxième élément, il porte l'identifiant mon titre 2, donc je peux l'affecter en faisant dièse mon titre 2. Même chose, si je peux utiliser plusieurs règles CSS qui utilisent les identifiants, je peux affecter le premier et je peux affecter aussi le deuxième, le dernier, pardon. Et on voit que le premier et le dernier sont effectivement touchés. Et bien sûr, je peux les rassembler dans une même règle CSS en les séparant par des virgules. Donc, je peux mettre dièse mon titre 1, dièse mon titre 2 et leur donner un même style, couleur rouge, et c'est les deux qui vont être affectés. OK? OK. Alors, c'est bien de faire une sélection par identifiant, mais c'est mieux de savoir pourquoi on fait une sélection par identifiant et pas une sélection par élément. Donc, il faut connaître l'utilité d'une sélection par identifiant. Donc, ici, nous avons, donc pour bien comprendre pourquoi, prenons l'exemple suivant. Donc, ici, nous avons deux éléments P, deux éléments paragraphe. Donc, le premier, c'est paragraphe 1 et le deuxième, c'est paragraphe 2. Le premier n'a pas d'identifiant, le deuxième en a. Maintenant, imaginez que nous avions utilisé la première méthode, c'est-à-dire la sélection par élément. Donc, j'aurais mis mon sélecteur, j'aurais mis P, entre accolade, color, truc, ma déclaration, et j'aurais fermé l'accolade. Donc, si j'avais fait ça, une règle en utilisant un sélecteur par élément, c'est les éléments qui allaient être touchés. Donc, c'est là que les identifiants entrent en jeu, c'est pour être encore plus spécifique. C'est-à-dire pour lui dire, pour dire que je veux sélectionner mon paragraphe, mais pas tous les paragraphes, je voudrais sélectionner que celui-là. Donc, en réalité, c'est pour être plus spécifique qu'on utilise les identifiants. Donc, ici, puisque dans cet exemple, nous avons voulu sélectionner uniquement le deuxième élément P, nous lui avons donné un identifiant, à savoir paragraphe 2, afin de le distinguer du premier. Puis, nous lui avons fait référence dans le CSS. Voilà. Alors, troisième sélection s'appelle la sélection par classe. Donc ici, il y a encore dans le même code HTML, il y a d'autres choses qui viennent d'être modifiées. Donc, contrairement au code HTML précédent, nous allons maintenant rajouter ce qu'on appelle des classes en utilisant l'attribut classe. On va remarquer pour le premier élément, H1, nous lui avons mis classe égale ma classe 1. Bon, pour le deuxième, pardon, on a laissé l'identifiant mon titre 2. Alors, il faut savoir qu'on peut avoir les deux. On peut avoir, par exemple, pour un élément, il peut avoir une classe et un identifiant en même temps. Ce n'est pas interdit. Le troisième élément, on l'a laissé simple, sans rien. Et le dernier, il porte la classe, ma classe 2, pardon. Donc maintenant, si je veux faire une sélection d'éléments en utilisant les classes, il me suffira de faire référence à sa classe. Par exemple, si je veux sélectionner le premier élément, je peux le faire soit par l'élément, le nom de l'élément, mais je peux aussi faire une sélection par la classe. Je peux mettre point, ma classe 1. Donc, si je veux faire une sélection par classe, je commence par mettre un point, puis le nom de la classe de mon élément. Dans notre cas, c'est ma classe 1. Et j'affecte la déclaration, et c'est effectivement le premier élément qui est touché parce que c'est lui, il n'y a que lui qui porte ma classe 1. Pour le deuxième CSS, ici, qu'est-ce que nous avons mis? Donc ici, c'est pour expliquer qu'on peut mélanger dans un fichier CSS, on peut mélanger des règles CSS. On peut mettre des sélections par classe, et par identifiant, par élément, donc on peut faire un mélange selon le besoin, selon la spécificité à laquelle on voudrait arriver dans notre sélection. On peut mélanger dans la même
règles CSS. On peut mélanger dans le sélecteur des classes et des identifiants. Et bon, on peut sélectionner plusieurs classes en même temps. Mais le plus important, c'est de savoir quand utiliser une sélection par élément, par identifiant et par classe. Donc, vous devez connaître, même ici, vous devez connaître l'utilité d'utiliser une sélection par classe. Alors, imaginez que vous avez le code HTML suivant, donc il contient deux titres, H1 et H2, qui ont donc le premier c'est titre 1, le deuxième c'est titre 2. Imaginez que vous avez le code HTML suivant et que vous voudriez affecter le même style pour les éléments titre 1 et titre 2 en leur donnant par exemple la même couleur. Donc imaginez que vous voulez donner la couleur orange pour H1 et pour H2. Là, pour la simplicité, on va utiliser que la propriété couleur. Mais imaginez que c'est un style compliqué, par exemple, qui contient des couleurs, des marges, un arrière-plan. Donc, on parle carrément du même style pour les deux titres. Alors, pour faire ça, pour optimiser, au lieu de faire deux règles pour le même, au lieu de faire deux règles pour les deux titres, on va se dire les deux titres, ils ont le même style. Donc, on peut créer une classe de style. Donc, ça sera une classe de style qu'on va nommer mes titres. Donc, ça sera mes titres. Donc, ça sera un style spécial. Et je pourrais affecter ce style-là, cette classe de style, je pourrais l'affecter à plusieurs éléments en même temps. Donc, c'est un peu la même logique que vous avez vu en PO. Ça sera une classe. C'est un truc partagé par plusieurs éléments. Donc à ce moment-là, je peux mettre classe mi-titre pour le premier élément, classe mi-titre pour le deuxième élément. Dans ma déclaration, dans ma règle CSS, je mets point mi-titre, couleur orange, et on voit que les deux seront affectés. Donc, ce qu'il faut savoir, en définitive, c'est que ici, les classes diffèrent des identifiants car les identifiants sont utilisés pour ne désigner qu'un seul élément dans votre document HTML. En effet, donc, tout à l'heure, on a vu la sélection par élément permet de sélectionner un seul élément lorsque vous avez un élément qui est très spécifique et vous voulez le distinguer des autres éléments de la même balise, vous avez besoin de lui affecter un identifiant pour dire attention, je vais modifier que cet élément-là. Par contre, si vous avez plusieurs éléments qui partagent le même style, il est préférable d'opter pour l'utilisation des classes. Alors, bien sûr, vous pouvez mélanger, vous pouvez avoir un mélange de sélection par classe, par identifiant, par élément. Un seul élément peut être affecté par plusieurs règles CSS. Donc, c'est en pratiquant qu'on va voir, après dans les TP, on va voir comment tout ça fonctionne. Alors, le dernier dans ce cours-là, le dernier type de sélecteur, c'est une sélection par enfant. Donc, j'appelle moi une sélection par enfant. Donc, ça consiste à cibler les enfants des éléments. Alors, imaginez ce nouveau code HTML qui contient un titre H2, un conteneur div qui contient plusieurs éléments à l'intérieur, qui contient un H2, H3, H2, paragraphe, un autre conteneur div qui contient à l'intérieur un paragraphe. Et le div, ce div-là, il a un identifiant, identifiant 1. OK. Alors, imaginez que je mets dans ma règle CSS H2, je mets H2 et je mets la déclaration color red. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ici? Le navigateur, il va sélectionner tous les H2 qui se trouvent dans votre page web. Donc, il va modifier le premier H2, le deuxième et le troisième. Donc, il y a 3 H2 qui sont affectés. Alors, maintenant, imaginez que selon le besoin, je n'ai pas
envie que le premier H2, ou bien avant ça, je voudrais imaginer que mon besoin, c'est d'affecter la couleur rouge pour tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur du bloc div, ce bloc-là. Donc, je ne voudrais pas que tout ce qui est à l'extérieur de ce conteneur-là, je ne voudrais pas qu'il soit affecté par cette déclaration. Je voudrais affecter un style juste pour ce qui se trouve à l'intérieur du div. Alors pour ça, je peux mettre div et faire ma déclaration. Le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer cette déclaration pour tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc tout ce qui est à l'intérieur de ce conteneur, il va être affecté par ce changement visuel. OK? OK. Maintenant, on peut aller encore plus loin. Imaginez que à l'intérieur de ce bloc div, je ne voudrais pas que tous les éléments soient affectés par ce changement visuel. Je voudrais que ça concerne uniquement les éléments H2. Donc, je voudrais que ça concerne cet élément-là et cet élément-là. Eh bien, je pourrais le faire en indiquant d'abord mon conteneur. Donc, ça sera le div. Donc, ce div, et on va imaginer qu'il y a un seul div dans ce code HTML. Donc, on va mettre div, espace, le nom de la balise qu'on voudrait sélectionner à l'intérieur de ce bloc-là. OK? Donc, si j'avais mis uniquement H2, comme ici, il aurait sélectionné tous les éléments H2 dans mon document. Par contre, si je mets div espace H2, il va sélectionner que les éléments H2 qui sont à l'intérieur du bloc div. Donc, il n'y a que le deuxième, que cet élément et cet élément qui seront touchés. Donc, je peux m'amuser à faire la même chose pour P. Je peux faire div espace P. Il va sélectionner que les paragraphes qui sont à l'intérieur du bloc div. Mais vous allez remarquer qu'il va sélectionner celui-là et celui-là. Donc, ça, il ne va pas se dire que, attention, il y a un autre div qui contient le P. Donc, il va parcourir, il va faire abstraction de l'arborescence. Il va se dire, je regarde simplement tous les P qui se trouvent à l'intérieur de ce div. Alors, maintenant, imaginez que je voudrais que ce soit uniquement cet élément-là qui soit touché. Alors, comment je fais? Comment je fais pour sélectionner que cet élément-là? Donc, si je mets P, si je fais une sélection par élément, je fais P accolade, il va sélectionner ce P et ce P. Donc, ce n'est pas ce qui m'arrange. Donc, si je fais div espace P, il va me sélectionner cet élément-là et cet élément-là. Donc, ça ne m'arrange toujours pas. Ce n'est pas le sélecteur qui va m'arranger. Par contre, je peux être plus spécifique. Je peux dire, je ne voudrais pas n'importe quel div. Je ne voudrais pas le P. Pardon, je ne voudrais pas le... attention, je me suis trompé ici. Donc, pardon, ici je me suis trompé. Donc au lieu de mettre l'identifiant à l'intérieur du P, je l'ai mis pour le div. Hein. Je m'excuse. Normalement, c'est un truc comme ça. Pardon. Normalement, c'est un truc. Donc comme ça. Donc normalement, c'est div. Div. Et voilà. Voilà. Comme ça, normalement. Donc, si je veux être plus spécifique, je peux lui dire, tu sélectionnes pas n'importe quel P, tu sélectionnes le P qui porte l'identifiant identi 1 et qui est à l'intérieur d'un div. Bon,
ces exemples-là, je les ai faits en réalité juste pour vous montrer des scénarios possibles. Donc, il n'y a pas que ces scénarios-là qui vont surgir lorsque vous allez faire de la programmation. Donc, je me suis amusé à faire quelques variations. Je ne sais pas, c'est pas que je ne sais pas, c'est pas tous ces cas-là de figure que vous allez forcément rencontrer dans lorsque vous allez concevoir une page web. Donc, vous allez rencontrer peut-être bien plus compliqué comme figure. Donc, ce sera au besoin que vous allez faire, vous allez décider comment vous allez affecter les identifiants, comment vous allez affecter les classes. Donc, ça va vous appartenir. C'est vous qui allez décider réellement comment vous allez appliquer une politique d'affectation des classes et des identifiants et des sélections. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire non, c'est faux, là, c'est vrai. Donc, si ça sera ce qui va décider en définitive, c'est est-ce que c'est plus optimisé ou pas. Parfois, vous pouvez faire plus simple, peut-être que vous faites plus compliqué, c'est tout. Mais en définitive, c'est le rendu qui compte. Voilà. Donc, on a vu une sélection par élément, par identifiant, par classe, par enfant. Et bien sûr, nous n'avons pas vu tous les sélecteurs possibles. Il existe d'autres. Donc, je vous invite à voir ce lien-là, donc à le visiter, donc le lien de W3 Schools, dans lequel vous allez trouver d'autres sélections, d'autres types de sélections possibles. Je vais le faire rapidement, juste pour vous montrer quoi ça ressemble. Donc, c'est un site que je l'avais dit dans la séance précédente, c'est un site de référence. Donc, vous entrez ici, vous allez CSS Selector Reference. Donc, vous avez plusieurs types de sélections et il vous explique à quoi ça sert. Vous avez même des exemples, je pense. Donc, si vous cliquez ici, CSS Selector Tester, vous allez ici et il vous montre. Donc, vous avez un exemple et vous avez des. Okay, vous dites click selector to see which element that gets selected in monitor. Donc, il vous dit, donc vous avez ici plusieurs types de sélection, plusieurs sélecteurs, et il vous donne, quand vous allez cliquer ici, vous allez voir quelle est la partie sélectionnée dans ce bout de code HTML. Donc, c'est juste pour, à titre pédagogique que ça a été fait. Hein. Vous pouvez vous exercer dessus pour voir quels sont les autres types de sélection qui existent. Voilà. Donc ça sera déjà pas mal de choses à retenir dans cette première partie. Dans la deuxième partie, on va faire les propriétés et les valeurs, c'est-à-dire une fois qu'on a su sélectionner un élément, qu'est-ce qu'on peut modifier comme propriété, qu'est-ce qu'on peut affecter comme valeur dans les éléments que nous avons sélectionnés. Donc la prochaine séance, on va voir pas mal de propriétés. Donc on va rentrer dans le vif du sujet du CSS. Donc, il y a beaucoup de propriétés qu'on va essayer de voir. Voilà, donc ça n'aurait pas suffi si on l'avait fait en une seule séance d'1 heure. Peut-être en 1h30, ça aurait suffi, je serais allé peut-être un peu plus vite. Mais maintenant, je préfère faire un découpage comme ça. C'est plus intéressant pour vous. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair. Bon, de toute façon, c'est en TP que vous allez
voir le truc. Vous allez, vous allez pratiquer, vous allez comprendre comment ça marche. Donc ça, c'est juste pour vous introduire ces notions théoriques. C'est en TP que les choses les plus intéressantes vont se produire. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici. Donc, je vais essayer de partager sur Google Classroom la première partie. Donc jusqu'à ici. Et je partagerai l'intégralité du PDF une fois qu'on aura terminé. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici. Je vous libère. Je vous souhaite bonne journée. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée.